Bonjour, c'est 101%. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et ben aujourd'hui, c'est moi. C'était pas prévu, c'est une petite surprise comme ça. Me voilà devant la caméra et je vais vous présenter le programme. Alors, on va faire une petite critique de jeu, d'Ablub. Et puis ensuite, on va parler 2 minutes pour parler de... Ouais, c'est un peu... voilà. Ensuite, on va faire 2 minutes pour parler de l'art de la pensée négative. Tout un programme. Et enfin, les sorties animés manga. Mais pour commencer, les news. On poursuit notre tour d'horizon des jeux présentés au dernier Tokyo Game Show pour s'intéresser cette fois-ci au genre action. Et on commence par les dernières images du Bionic Commando Full 3D, actuellement en développement chez Capcom. Ce nouveau trailer permet une nouvelle fois d'espérer un jeu à la hauteur du stupéfiant Lost Planet. Avec Bomberman Custom Battler sur DS, il sera possible de créer et de customiser son propre Bomberman. Cette customisation, qui propose tout de même 190 000 combinaisons possibles, se réalise à l'aide des unit parts que le joueur récoltera en cours de mission. Une fois customisé comme il faut, il peut alors rencontrer d'autres joueurs dans le mode Versus et le mode Battle Game. Jouable en Wi-Fi avec des joueurs du monde entier, Bomberman Custom Battler permettra également à 8 joueurs de jouer avec une seule et unique cartouche, comme pour Mario Kart. Elle arrive. Après Dawn of Sorrow et Portrait of Ruin, la 3e mouture de Castlevania sur DS s'apprête enfin à sortir chez nous courant novembre. Baptisée Order of Ecclesia, cette version utilise un tout nouveau système de combat appelé Glyph Attack System qui promet une centaine d'attaques différentes. Un mode versus Wi-Fi fera également son apparition, en plus de la possibilité de s'échanger des items. Sur le malheureux stand de Tecmo, décidément bien triste sans la présence des jeux estampillés Ninja Team, on pouvait tout de même trouver quelques titres. Parmi eux, le remake Wii du Rigard sorti sur PS2 il y a plus de 5 ans. Carrément décevant à l'époque, ce jeu se présente pour le moment comme un God of War du pauvre, version Wii. Le nouveau jeu du studio VanillaWare, Oboro Muramasa Yotoden, était également présenté sur le TGS. Ce jeu sur Wii reprend tout ce qui avait fait le succès d'Odin Sphere, graphisme sublime, un gameplay associant RPG et beat'em all, ainsi que des musiques signées Basescape, le studio de Sakimoto Hitoshi. L'histoire se déroule cette fois dans un Japon médiéval peuplé de yokai et autres démons que vont devoir combattre 2 jeunes ninjas. Ils devront utiliser différentes épées qui permettent de déclencher des super coups dévastateurs tout en faisant attention à ne pas briser ces dernières. Le jeu devrait sortir aux alentours de Noël au Japon et plus tard aux États-Unis sous le nom de Muramasa The Demon Blade. Ok, c'était les news. Et maintenant, on va passer à la critique de jeu, donc d'Ablub. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. Et ben, on continue. En cette période de vache maigre pour les gamers Nintendo, The Blob est exactement le type de titre que l'on attend des éditeurs tiers sur Wii. Développé par le studio australien Blue Tongue, qui n'avait jusque-là pas vraiment brillé avec ses jeux sous licence Nicktoons, tels que Bob l'éponge et ses amis contre les robots jouets sortis l'année dernière sur Wii, The Blob est une vraie surprise. Enfin, une surprise pour qui ne connaît pas le jeu d'Ablob, développé par des étudiants de la ville d'Utrecht aux Pays-Bas,
à qui THQ a racheté le concept pour le confier au studio Bluetongue. Le jeu original qui se joue à la souris est d'ailleurs toujours téléchargeable sur le site de la ville à cette adresse. Il a été développé par 9 étudiants de la section Game Design and Development de l'École des Arts et par un étudiant en système informatique de l'Université d'Utrecht en 2007. Les droits du jeu ont été rachetés après qu'un employé des studios THQ de Queensland en Australie ait téléchargé Dablob sur le net. Alors que Nintendo nous fait cruellement attendre, plusieurs mois séparant les sorties de Wario Land Shake It et Animal Crossing Let's Go to the City, prévues pour décembre prochain, l'occasion est donc donnée aux éditeurs tiers de s'exprimer sur la Wii à l'approche des fêtes. Doté d'une maniabilité pensée pour la Wii avec une bonne gestion du combo Wiimote Nunchuk, ce jeu plateforme aventure donne vie à un monde cartoon définitivement sympathique. Si Bluetongue n'a pas changé grand-chose au concept du jeu créé par le groupe d'étudiants hollandais, il en va tout autrement du scénario et de la direction artistique. Dablob prend pour cadre Chroma City, une ville pleine de vie et de couleurs, jusqu'au débarquement des troupes impériales de l'Ancre Corporation. Ces oppresseurs utilisent leur armée de chromabots et leur technologie de pointe afin d'expurger la ville et ses habitants de la moindre parcelle de couleurs. Vidé de sa substance, Chroma City ne mérite plus son nom et ses habitants n'osent plus sortir dans la rue. Vidés, lavés, ils restent cloîtrés chez eux, frissonnant en noir et blanc, comme les malheureux fantômes d'un vieux film japonais. Un réseau de résistants agit néanmoins dans l'ombre, les défenseurs de la couleur. Mais ils manquent d'organisation et se font souvent prendre les mains dans le pot de peinture. Il leur faut un leader charismatique, un héros. Il leur faut Dablob. Le petit blob de couleur bleue se contrôle donc à l'aide du stick Nunchuk. Le joueur le fait ramper à travers les niveaux et peut également le faire sauter d'un soubresaut de Wiimote. Il peut alors grimper sur les immeubles, glisser sur les murs comme une limace colorée et sauter de paroi en paroi. Le contrôle du blob est un peu étrange au départ. Le système de rebond en particulier n'étant pas instinctif, il faudra s'y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir se la jouer Spider Blob entre les immeubles. Mais Dablob possède aussi une caractéristique unique, celle de pouvoir engloutir les chromabots en les loquant à l'aide du bouton Z avant de leur sauter dessus, afin d'en absorber les réserves de couleurs. Une fois bleu, rouge ou jaune, il peut alors bagnoder à travers la ville tel un trublion multicolore, afin de lui rendre ses couleurs et d'accomplir les missions que lui confie la résistance. Chroma City est en effet scindé en plusieurs niveaux, comme l'ancien lieu de la villégiature, les beaux quartiers, le centre-ville ou encore le barrage de Chroma. Chaque niveau englobe plusieurs quartiers séparés les uns des autres par d'énormes portes. Et pour les ouvrir, il faudra repeindre un pourcentage suffisant du quartier précédent. Dans un quartier, le joueur peut repeindre tout ce qui l'effleure. Les façades d'immeubles, les parois rocheuses, les panneaux publicitaires, les arbres, les lampadaires, tout, y compris les habitants libérés. En effet, lorsqu'un bloc d'immeuble a été entièrement repeint, ses habitants s'en échappent, livides et déboussolés, et d'un coup de bloc pinceau peuvent à leur tour retrouver leur couleur, ainsi que leur enthousiasme. Le monde de Dablob est donc ouvert. À la manière d'un GTA en nettement plus cute, le joueur est libre de repeindre ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et ce, dans la limite des quartiers accessibles. Les membres de la Résistance, comme les Tortues Ninja, sortent également des égouts pour confier à Dablob des missions précises, identifiées par des symboles en forme d'éclair. Chaque mission qui peut être acceptée ou refusée est en fait un défi à réaliser en temps limité. Le niveau de difficulté des défis est identifié par un système d'étoiles, de 1 à 3, 3 étant le niveau le plus élevé. Il consiste à repeindre d'une certaine couleur des ensembles de bâtiments précis ou des éléments de décor particuliers, voire des monuments. Pour repeindre un monument, il faudra l'investir avec une certaine quantité de couleurs avant d'agiter comme un peintre devenu fou son Nunchuk et sa Wiimote. Le monument explosera alors de 1000 couleurs. Détail très important, les chromabots contiennent des couleurs primaires telles que le bleu, le jaune ou le rouge. Mais pour obtenir des couleurs telles que le vert, le orange ou encore le violet, il faudra que le joueur fasse lui-même ces mélanges. Le fait d'engloutir un chromabot rouge suivi d'un chromabot jaune permet ainsi d'obtenir la teinte orange. D'autres défis se présentent sous la forme de courses-parcours à réaliser dans un temps imparti ou d'une armée d'agents encre à éliminer en leur sautant dessus sans se faire toucher.
Car De Blob n'est pas invulnérable. S'il tombe dans une flaque d'encre ou est touché par un canon à encre, il voit ses réserves de couleurs diminuer rapidement. Il doit alors trouver un point d'eau pour se nettoyer avant de perdre une vie. De Blob peut également prendre feu ou être électrocuté. Et sa présence dans Chroma City est sujette à un impératif temps permanent. Dès son arrivée par le bassin d'évacuation, il dispose de 10 minutes pour mener à bien sa mission avant de se faire repérer par les forces d'encre. Chaque mission accomplie et chaque groupe de civils libérés rapporte donc au joueur un bonus temps se présentant sous la forme d'un petit réveil. Au joueur de gérer au mieux l'exploration des quartiers et la collecte de ces bonus temps. Par bonheur, au cours de l'aventure, il sera possible de débloquer assez rapidement une boussole qui indique les sources d'eau, les chromabots, les zones non repeintes ou encore les objectifs de la mission en cours. Il est même possible de passer en vue subjective pour regarder autour de soi et ainsi trouver aisément les objectifs en cours, identifiés par leur surbrillance. Tout un tas de mouvements peuvent également être acquis au fil du jeu, comme le saut Z, qui permet de franchir très rapidement une zone de jeu ou d'atteindre des endroits a priori inaccessibles au blob de base. En tout, 3 modes de jeu sont accessibles. Le mode histoire, le mode peinture libre pour revisiter les niveaux franchis, et le mode multi pour jouer jusqu'à 4 en écran splitté. Le mode multi, très fun, propose différents types d'épreuves, celles-ci s'ajoutant à la liste en fonction des performances du joueur dans le mode histoire. À noter également, le fait de finir un niveau permet de débloquer 2 mini-défis supplémentaires par niveau. Chacun de ces défis se présente sous la forme d'un challenge souvent ardu, à réaliser en moins de 2 minutes, pour peu que le joueur vise la médaille d'or. Enfin, histoire de varier les plaisirs, le joueur peut sélectionner l'humeur de son blob avant de commencer un niveau. Provocateur, vertueux, euphorique. En tout, 10 humeurs différentes permettent de moduler la BO du jeu, résolument funky selon l'envie du moment. Une bonne idée qui a de plus le mérite de ne pas être esselée. The Blob est une réussite quasi totale. Un gameplay exploitant à merveille et avec simplicité la Wii, un caractère design ultra accrocheur, des environnements variés et une progression permettant de ne jamais sombrer dans l'ennui, de longues cinématiques drôles et dynamiques que l'on peut débloquer dans les bonus, une musique funky dont la BO ne franchira malheureusement pas l'Atlantique, un niveau de difficulté progressif et un tutoriel intégré parfait pour redonner des couleurs aux joueurs casual, sans oublier une profondeur de jeu propre à motiver les hardcore gamers. Le défaut majeur du jeu, outre une maniabilité incertaine dans la gestion des sauts rebonds, touche malheureusement à la rejouabilité. En effet, s'il est possible de terminer un niveau à 100% en peignant chaque arbre, chaque élément de décor, eh bien, il faudra le faire du premier coup. Si le joueur termine un niveau à 99,99% pour finalement oublier un arbre, il devra se le retaper entièrement pour le finir à 100%. Un peu hard quand même. Quelque part entre Katamari Damacy, Super Mario Sunshine et Jet Set Radio, The Blob est sans conteste l'un des 3-4 gros titres de la Wii en cette fin d'année. Une superbe réussite, prouvant une nouvelle fois qu'un éditeur majeur peut s'emparer d'un bon game design sur Internet sans pour autant sombrer dans le shovelware. Alors une critique de jeu qui vient de se terminer. Bon, moi je vous aurais bien parlé de Counter-Strike, mais bon, c'est pas trop le moment, pourtant j'adore. Et puis maintenant, on va prendre 2 minutes donc pour parler de l'art de la pensée négative. Tu joues à Counter-Strike? Mais oui, ça se voit pas, non. Non, ça se voit pas. Eh non, j'ai pas de Kalachnikov là pour l'instant. On pouvait pas deviner. Et tu joues avec qui, quand J'ai commencé à jouer pour faire plaisir à mon mari et puis je suis devenue pire que lui en fait. T'as une équipe et tout? Oh, plus maintenant, je joue moins, mais j'ai eu. Eh ben. Bonjour Didier. Salut. Non, tu dis mon prénom. Salut Daily. Salut. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler de l'art de la pensée négative. Un film qui sort au cinéma, enfin non, dans les salles faiblement éclairées, en France, le 26 novembre. C'est quoi l'art de la pensée négative? C'est un film sur un mec qui est super fort pour jouer au jeu du ni oui ni non, ou c'est le mec qui devine super facilement la pensée des autres gens? C'est quoi? Je comprends pas ta question. Moi je la comprends tout à fait. C'est absurde. Non, pour moi c'est totalement logique.
T'es un peu lourd, là. Moi, je me trouve plutôt léger. C'est un jeu de gamin. C'était un gamin. Oui, bah toi, t'es un vieux. Arrête. Continue. Chat. Chien. Avion. Bateau. Stop. Sens interdit. Rassure-moi, tu n'as pas ton permis de conduire. Hein. Non. Donc, non, l'art de la pensée négative n'est pas un film sur un type qui dit tout le temps non à ce que lui disent les gens. Non, pas du tout. L'art de la pensée négative, c'est un film sur un homme qui a un accident et qui se retrouve handicapé, moteur, et qui, comment dire, sombre dans une dépression totale. Et sa femme se retrouve à pas savoir quoi faire pour rendre son mari heureux. C'est pas super rigolo comme film, je trouve. Enfin, le pitch, c'est triste. Bah si, c'est rigolo en fait. Tu dis ça pour dire l'inverse de ce que je dis, c'est ça? Même si dans le fond, effectivement, ce n'est pas drôle, bah dans la forme, si, c'est drôle. Il y a des scènes bien cyniques, et puis il y a certains passages du film qui sont carrément jouissifs. Et du coup, ça se moque un peu des handicapés, hein. C'est pas bien. Bah oui, et non. Parce qu'en fait, tous les personnages du film en prennent pour leur grade. Handicapés comme valides. Ah, ça veut dire qu'il y a d'autres handicapés dans le film? Eh ben oui, parce qu'en fait, la femme du personnage principal, elle sait tellement pas quoi faire de son mari qui a envie de se mettre une balle tous les jours parce qu'il se trimballe avec un flingue dans son fauteuil. Elle s'est dit, je vais faire appel à une association qui redonne de l'espoir aux handicapés moteurs. En fait, elle fait venir toute une association. Il y a une jeune femme, puis il y a plusieurs autres handicapés. Tous, ils ont un handicap un peu différent. Et ils viennent pour faire une petite réunion chez le héros, en fait, pour lui remonter le moral. Et le héros, il n'est pas super réceptif, en fait, hein, voire même au contraire, il fout un peu le boxon entre tous les personnages. Et en fait, c'est lui qui prend le contrôle de la réunion de remotivation. Et c'est lui qui amène tous les autres handicapés dans une soirée, on va dire, de dépravation totale. Du vice. De vice et de violence gratuite envers les valides. alors, le film, l'art de la pensée négative, c'est... Moi, ce film m'a beaucoup touché. Ça bouscule les tabous liés à l'handicap avec beaucoup de vérité. Je vous invite à découvrir l'art de la pensée négative au cinéma, de ne pas le télécharger. L'art de la pensée négative, c'est... Validé! Non, mais même si dans le fond, c'est drôle... Non, putain... Qu'est-ce que je veux dire? Non, même... Non, même... Non. Il y a des scènes assez cyniques et des scènes... je sais pas ce que j'ai, je dois avoir mes règles. Après la pensée négative, on va positiver et parler des animés mangas. Les sorties maintenant. Après Noir en 2001 et Madlax en 2004, El Cazador de la Bruja est la dernière série de la trilogie Girls with Guns du studio B-Train. Les points communs entre ces trois animés sont donc nombreux, à commencer par le scénario qui réunit à chaque fois un duo féminin, un personnage très vif, expert de la gâchette, qui contraste avec le second, a priori plus faible et songeur. Cette fois-ci, les protagonistes se nomment Nadie, une chasseuse de primes, et Ellis. Recherchée pour avoir soi-disant assassiné un professeur, elle adopte souvent une attitude mystérieuse et semble disposer de pouvoirs étranges. La prime sur sa tête paraît être l'élément qui conduit les deux jeunes femmes à se rencontrer. Mais Ellis est-elle véritablement une meurtrière? Nadie est-elle uniquement attirée par la récompense? Comme dans les œuvres précitées, le duo est suivi par de puissantes organisations aux intérêts abstrus qui passeront bientôt à l'action. Ellis souhaitant se rendre sans trop savoir pourquoi au sud, Nadie décide de l'escorter, donnant à l'ensemble une tournure de road movie sur fond de western, prétexte à l'entrecroisement d'une multitude de personnages. Comme dans de nombreuses séries B-Train, le rythme est lent, très contemplatif et les scènes d'action rares, ce qui pourra en gêner plus d'un. La série se démarque de ses prédécesseurs par sa narration moins dramatique, qui prend parfois des aspects comiques plutôt déconcertants. Le design des personnages est enfantin, et la présence répétée de scènes donnant dans le fanservice alourdit l'ensemble. Le point noir de la série demeure l'animation, très décevante. Pourtant, l'intrigue poussive est relancée avec brio lors du climax présenté dans le 13e épisode, dont est tiré cet extrait, et donne envie de poursuivre le visionnage. En toute logique, on retrouve une bonne partie du staff ayant collaboré à Noir et à Madlax. Outre Mashimo Koichi, le réalisateur, citons Kajiura Yuki à la composition des musiques. Les mauvaises langues diront qu'une fois encore, elle ne se fatigue pas en proposant de jolies mélodies, mais qui manquent d'originalité.
Cependant, force est de reconnaître qu'elle donne dans ses BGM une teinte latino en usant d'instruments tels que l'harmonica ou la flûte de Pan, collant parfaitement avec l'univers dépeint. Un bon point. Le coffret français est en revanche plutôt décevant. Kazé se contente du strict minimum, une VOST et aucun bonus outre quelques bandes annonces. 一か八か。いや無理無理。こうなったら死んだふりでもするか。今だ。よくやった。エリス。エリス。 Donc moi c'était Sylvie, hein, à la prochaine peut-être. J'étais venue pour faire un petit test de voix, voilà, c'est un petit peu plus. Et puis j'espère que ça vous a plu. Au revoir.